morts, 100 personnes infectées. On est en 1995 et Ebola inspire déjà Hollywood l'histoire d'un virus mortel qui menace de décimer l'Amérique. Une fiction qui nourrit nos pires fantasmes et qui nous ramène à la réalité. Le virus Ebola, connu depuis 1976, n'a jamais autant tué depuis ce printemps. Plus de 4000 morts en Afrique de l'Ouest, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une épidémie qui nourrit nos peurs après la découverte d'un deuxième cas de contamination hors d'Afrique. Après l'aide-soignante espagnole, c'est une aide-soignante du Texas qui a été contaminée. Cette personne a suivi les précautions recommandées par les centres fédéraux, à savoir porter des gants, des masques et une tunique de protection. Alors comment la contamination a-t-elle pu se faire? Au quartier général de l'OMS, basé à Genève, on reste mobilisé pour trouver des réponses. Des réponses pour rassurer des citoyens qui s'en posent de plus en plus. Les Suisses n'y échappent pas. Nos peurs sont-elles légitimes et sommes-nous bien préparés? Place au débat. Bonsoir et bienvenue à tous. Le virus Ebola a presque 40 ans, mais jamais jusqu'ici il n'avait tué autant. Des ravages en Afrique et une psychose en Occident. Nous allons en débattre ce soir avec vous sur Facebook et Twitter et avec nos invités sur ce plateau que je vous présente tout de suite. Nous rejoindra dans quelques instants notre correspondant en Espagne, Jean Gordillo. Avec nous, Gorgui Ndoye, il est journaliste basé aux Nations Unies à Genève. Bernard Genier, notre collègue de la RTS, tout juste de retour d'un reportage en Afrique de l'Ouest. Hugues Robert, responsable de la cellule urgence de Médecins sans frontières. Olivier Agon est le responsable médical de l'aide humanitaire suisse. Didier Pitel, chef du service de prévention et de contrôle de l'infection aux hôpitaux universitaires genevois. Et Isabelle Nuttall est directrice du département préparation et réponse aux épidémies de l'Organisation mondiale de la santé. Madame, messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Ebola a tué des milliers de personnes en Afrique depuis le printemps dernier, mais il faut bien le dire, la contamination de 2 aides-soignantes en Espagne et aux États-Unis, donc 2 femmes qui ont été infectées hors d'Afrique, a fait naître de nouvelles inquiétudes d'expansion de la maladie, en tout cas dans les pays dans lesquels nous vivons. Jean Gordillo, vous êtes le correspondant de la RTS en Espagne. Vous avez couvert cette psychose finalement qui s'est emparée de l'Espagne pendant quelques jours la semaine dernière. D'abord, est-ce qu'on peut vous demander quelques mots de l'état de santé de cette aide-soignante qui est hospitalisée maintenant depuis 8 jours? Oui, bien sûr. Oui, David, bien sûr. Commençons, en effet, concernant l'état de santé de Teresa Romero, l'aide-soignante. Il y a une légère amélioration aujourd'hui de son état de santé, mais il est toujours jugé grave. Cela fait 15 jours que les symptômes sont apparus et il semble qu'à partir d'aujourd'hui, statistiquement et selon les professionnels, ses chances de survie augmentent. Avec elle, dans le même hôpital madrilène, 15 autres personnes sont en quarantaine. Elles ont été en contact direct avec Teresa. Il y a notamment son mari, un médecin urgentiste qui l'a ausculté et les ambulanciers qui l'ont transporté. Pour l'instant, aucun symptôme du virus n'a été constaté sur ces personnes. En dehors de l'hôpital, c'est aussi une petite centaine de personnes sous vigilance. Vous voyez, c'est essentiellement du personnel hospitalier qui travaille dans les services des maladies infectieuses. Ces professionnels doivent prendre leur température matin et soir. Et le gouvernement espagnol a souhaité tranquilliser la population en rappelant que ce n'est qu'une fois les symptômes déclarés qu'il y a risque de transmission et qu'aujourd'hui, il contrôle la situation. La question, évidemment, sur toutes les lèvres, c'est de savoir vraiment comment cette contamination a pu avoir lieu. On a déjà dénoncé en Espagne des lacunes dans le système hospitalier. En effet, David, la psychose, évidemment, il y a une psychose et elle a envahi la capitale avant de retomber progressivement, car, rappelons-le, l'Espagne a rapatrié 2 missionnaires d'Afrique atteints par le virus d'Ebola. Tous 2 sont morts à Madrid, mais le gouvernement s'était malgré tout félicité de la réussite des opérations. Un peu trop vite, puisque justement, en soignant l'un d'eux, c'est en soignant l'un d'eux que Teresa Romero a été contaminée. De quoi commencer à inquiéter les Madrilènes, comment cette professionnelle formée, encadrée, a pu être infectée ici, en Espagne. Les Espagnols ont découvert les failles dans le protocole, ce qui a évidemment
alimenter la psychose. Reprenons les faits. Au premier signe de fièvre, Teresa Romero se rend aux urgences, qui la renvoie chez elle après avoir diagnostiqué une simple grippe. Pendant une semaine, elle vit donc dans son quartier en pensant qu'elle n'a pas grand-chose. Lorsqu'elle sent son état empirer, encore une fois, le risque est minimisé. Une simple ambulance à peine préparée vient la chercher pour l'hospitaliser. Les ambulanciers ne portent que des gants et un masque. Cette même ambulance transporte ensuite 7 autres patients sans même être désinfectés. Alors, dans le quartier où vit l'aide-soignante, forcément, on a peur, très peur. Certains voisins ont aujourd'hui fait leurs valises. C'est le cas d'une femme et de son bébé. D'autres sortent à peine de leur appartement. Toujours aujourd'hui. Oui, il y a aussi les personnels soignants qui ont finalement de la peine. On a eu beaucoup de colère au sein de ces personnels soignants. Il y en a même certaines infirmières qui ne veulent pas retourner travailler dans ces conditions. Hein. Évidemment, devant de telles négligences, le personnel médical est aussi très inquiet. Il a manifesté plusieurs fois. C'était encore le cas ce matin. Certaines infirmières ont refusé, comme vous l'avez dit, d'aller travailler dans le service Ebola. Elles ne se sentent pas suffisamment formées, protégées. À cela s'ajoute la première réaction du gouvernement espagnol qui a été d'accuser Teresa Romero de ne pas avoir respecté le protocole. Évidemment, c'en était trop pour les professionnels de santé. Et depuis, le gouvernement s'est ravisé, excusé et le protocole a été durci. Merci Jean Gordillo pour ce tableau complet. Didier Pittet, bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez au HUG, vous êtes infectiologue. Est-ce que cette contamination, comme elle s'est passée en Espagne, est possible ici en Suisse? Alors écoutez, c'est toujours difficile de répondre à ces questions. Il est vrai que par rapport à ce qu'on a appris par rapport à la situation espagnole, on est étonné quand on est spécialiste du domaine de la prévention des infections et que notre rôle est à la fois de prévenir l'infection pour les patients et pour les soignants, d'apprendre a posteriori certains des manquements qui peut-être ont eu lieu dans ce protocole. Votre collaborateur nous a expliqué ce qui s'est passé après. Ce qui pour nous est encore plus important est de savoir ce qui s'est passé pendant, c'est-à-dire au moment où la prise en charge avait lieu. C'est une prise en charge qui doit suivre des règles et qui sont non seulement des règles qui sont très très établies avec des checklists, mais également avec un superviseur spécialisé qui suit les événements au On travaille toujours à deux dans vos hôpitaux. Si on doit intervenir sur un cas Ebola. Voilà, c'est-à-dire on travaille avec. On peut regarder d'ailleurs quelques images qui ont été tournées par nos confrères, Volontiers. consoeurs de 36.9, justement sur l'équipement et le déséquipement des équipes qui travaillent toujours à deux. Mais je vous laisse continuer l'explication. Oui, alors la raison de travailler à deux, c'est qu'il y a justement un superviseur qualifié qui suit chaque événement et qui note sur une checklist ce qui se passe. Et évidemment qui peut arrêter l'événement au cas où on note quelque chose, par exemple un carré de peau qui serait visible ou une possibilité d'une prise de risque augmentée. Donc vous nous dites en Suisse, on ne pourrait pas assister à ce à quoi on a assisté en Espagne et aux États-Unis? Je ne crois pas. Honnêtement, je suis sûr que non. Mais aux États-Unis, on nous aurait certainement dit la même chose il y a 2 semaines, non? Mais ce n'est pas ce qui a été annoncé ce week-end, puisque tant Barack Obama que le directeur du CDC hier admettaient qu'il y a eu des breaks dans le protocole, c'est-à-dire que le protocole n'a pas été suivi exactement. Et le directeur du CDC disait lui-même que tous les hôpitaux des États-Unis ne sont certainement pas prêts aujourd'hui à recevoir des patients Ebola. Il y a une question qui est quand même aussi centrale, c'est le personnel infirmier. Est-ce que ce sont des volontaires qui interviendraient sur des cas Ebola? Alors, en l'occurrence, à Genève et dans la plupart des autres endroits, nous avons choisi de ne pas justement demander à des volontaires, mais il est clair que nous ne demandons à aucun soignant d'entrer en soins alors qu'ils n'ont pas subi l'entraînement, je dis bien subi parce que c'est un gros entraînement, et répéter cet entraînement de manière à ce que nous soyons sûrs qu'ils puissent effectivement appliquer le protocole sous surveillance. Juste un mot, on nous a dit que certains ne voulaient plus intervenir sur des cas Ebola après ce qui s'est passé en Espagne, dans les services de Genève. Écoutez, c'est toujours possible, mais on ne laisse en fait pas formellement le choix. Nous sommes soignants, nous sommes médecins, nous sommes infirmières, nous avons un devoir de soins et ce devoir, évidemment, on prend d'autres risques régulièrement dans les soins. Vous pouvez forcer quelqu'un à intervenir? On n'ira pas jusqu'à forcer quelqu'un à intervenir, je ne pense pas que nous en aurions besoin, compte tenu de l'entraînement qui est donné et des conditions de travail qui sont données dans cette situation très particulière, il est vrai. Isabelle Nuttall, on a entendu description assez détaillée genevoise de ce qui s'est passé en Espagne, à l'OMS. Qu'est-ce qu'on dit de ces craintes de contamination dans les hôpitaux des pays occidentaux? Est-ce que ces craintes sont justifiées?
Alors, il faut faire la différence entre 2 points. Avoir des cas qui arrivent dans les pays occidentaux, oui, c'est une possibilité. Pouvoir gérer ces cas à partir du moment où le personnel, comme nous l'avons entendu expliqué par Didier Pittet, est formé, est bien formé au préalable. Nous pensons qu'il n'y aura pas de chaîne de transmission dans les pays occidentaux. Parce que, premièrement, cette formation de base existe tout au long de l'année. On prend des principes de base pour traiter les malades, quelle que soit la maladie. Et en plus, la formation supplémentaire est donnée au moment de la prise en charge d'un malade Ebola. Pour d'autres maladies, on a le même genre d'accoutrement et de précaution? Exactement, oui. Dans le cas où la maladie est très fortement transmissible, et on a d'autres maladies qui sont plus fortement transmissibles qu'Ebola parce qu'elles se transmettent par l'air. Ici, la transmission se fait par contact. Lorsque nous avons eu à gérer la crise du SRAS en 2003, le risque de contamination était encore plus important que le risque actuel de contamination à partir d'Ebola. En un mot, la Suisse est mieux armée que l'Espagne, que les États-Unis? Je ne suis pas à même de juger la Suisse. Je pense que les spécialistes sont mieux armés que moi pour émettre un jugement. Nous, notre rôle, c'est de donner l'information pour que tous les pays puissent se préparer. Alors, certains estiment qu'on n'est pas si bien préparé que ça. Regardez, il y a 2 visions de la préparation suisse qui sont reflétées dans la presse dominicale de ce dernier dimanche. La vision du matin dimanche, la Suisse se prépare pour Ebola, plutôt sobre. Et puis le Sonntagsblick, lui, il titre « Nous sommes si mal équipés, Didier Pittet ». Écoutez, je ne peux pas répondre pour tous les hôpitaux suisses. Je peux uniquement répondre pour notre institution. Je ne peux pas vous dire s'il y a une exception genevoise. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille avec les fièvres virales hémorragiques depuis plus de 15 ans. On a des protocoles qu'on a remis à jour régulièrement. On a eu un cas de fièvre de Lassa il y a plus de 10 ans. Effectivement, depuis février de cette année, nous avons remis nos protocoles au goût du jour et travaillé. On a des personnes de nos propres services qui travaillent à 100% depuis ce moment-là. On nous a beaucoup demandé d'aide, on a fourni cette aide très volontiers. Ensuite de ça, la difficulté, c'est vraiment l'entraînement du personnel. C'est pas quelque chose qui est sorcier, mais évidemment, il faut connaître. Est-ce que Genève n'est pas un lieu plus dangereux qu'un autre? Organisation internationale, il y a des organisations humanitaires, tous ces gens qui reviennent du terrain, un aéroport international, ce qu'on ne devrait pas, redoubler de prudence, faire des contrôles aux aéroports, pour répondre à cette inquiétude aussi? Dangereux, je ne dirais pas. Non, je ne dirais pas. Je crois qu'il faut... L'épidémie d'Ebola, elle est en Afrique. Et le problème, il est en Afrique. Et c'est là que finalement, les gens devraient se faire le plus de soucis. Savoir si nos hôpitaux sont prêts pour admettre des patients qui nous seraient transférés d'Afrique, évidemment, c'est cette réflexion que nous avons eue. Et avec l'Organisation mondiale de la santé, pour laquelle je collabore au jour le jour, avec Médecins sans frontières, avec les organisations des Nations Unies, c'est vrai. Avec la Croix-Rouge, nous avons plus de chances d'avoir des rapatriements de cas. Et c'est peut-être pour cette raison-là que nous nous préparons depuis longtemps et que certainement le degré d'avancement de préparation est certainement excellent. Voilà, je ne peux pas prononcer pour les autres. On va passer la parole à nos autres invités. Juste encore un mot. Un patient Ebola qui arriverait dans votre hôpital, vous m'avez dit, c'est 18 personnes qui devraient être à son service, entre guillemets, sur 3 jours. 3 jours, oui. Et si on augmente les jours, on passe très vite à beaucoup une plus. Cinquantaine, une soixantaine de personnes. S'il y a 2 patients, 3 patients, on peut être vite dépassé. Soyons clairs. Au plan des structures, aujourd'hui, nous pouvons admettre 2 patients sévèrement atteints par la maladie. Je ne vous parle pas des autres patients qu'on évalue pratiquement au jour le jour. Donc 2 patients. Et effectivement, à partir de 2 patients, on ne pourrait pas prendre un 3e patient aigu, mais les probabilités que ça arrive sont très faibles. En cas de présence de 2 patients, oui, nous aurions besoin d'une soixantaine de personnes pour couvrir une semaine. Mais elles sont là, elles sont prêtes et le matériel est là. Olivier Agon, vous êtes responsable médical de l'aide humanitaire suisse. Vous voulez réagir? Oui, si je voulais peut-être juste réagir par rapport à ce que disait le professeur Pittet. C'est vrai que la première chose, d'abord, la perception de la maladie d'Ebola se rapproche d'ici, puisqu'en fait, il y a quelques cas qui se sont déclarés dans les pays européens. Dès lors, le sentiment d'une épidémie qui est très loin de nous a changé petit à petit et les gens se sentent de plus en plus concernés, à savoir qu'aussi le sentiment de peur et de psychose s'amplifie.
La deuxième chose, c'est que c'est vrai que nous étions sur le terrain avec le professeur Kaiser il y a environ 5 semaines et que nous travaillons aussi bien sûr en étroite collaboration avec MSF également, qui ont une très large expérience dans le traitement d'Ebola. Et aussi, on a bénéficié aussi de l'expertise d'MSF pour aussi vérifier la validité des protocoles qui sont mis en place à Genève. Donc tout a été non seulement bien préparé d'un point de vue scientifique, mais aussi testé d'un point de vue pratique pour savoir que quand on met en place un protocole, c'est un protocole qui est réaliste. Et vous savez de quoi vous parlez, vous étiez aussi au Libéria, hein, tout comme vous, Hugues Robert, vous représentez ce soir MSF. Ces peurs occidentales, quand on a vu le terrain, quand on a vu l'angoisse, la peur, la détresse sur place, vous les regardez comment ? D'une certaine manière, en fait, cette peur est légitime. En fait, c'est normal en fait, que les gens qui ne connaissent pas forcément cette maladie aient une notion de peur. En fait, c'est normal. Après, effectivement, je pense qu'en expliquant les voies de transmission, on se rend compte que finalement, pour contracter cette maladie, il faut quand même être en proximité d'un patient qui est dans une phase quand même très avancée de la maladie, pour qu'il ait donc les symptômes déjà très clairs présents. Ou être en contact avec un corps. Donc dès lors, en fait, si on rationalise, on va dire, finalement la transmission de cette maladie, on se rend compte que finalement le risque pour les gens ici en Europe est extrêmement minime. On est contagieux, il faut être très précis, seulement lorsqu'on est symptomatique. Quand on a de la fièvre, voilà. Quand on a des hémorragies, il faut des signes très précis. Très précis. Et donc effectivement, même donc pour une personne qui aurait travaillé sur le terrain, pour une organisation internationale ou autre, et qui reviendrait de ces pays-là, finalement, il y a tout un protocole de suivi qui est mis en place. Et donc on travaille effectivement avec les hôpitaux universitaires de Genève, par exemple. Donc il y a un suivi des gens. Et effectivement, tant qu'ils ne développent pas de symptômes, ils ne sont en risque pour personne. Oui. C'est pour ça que la préparation des missions est absolument essentielle. D'abord, une bonne connaissance scientifique de la maladie et aussi de mener un briefing de départ. Par exemple, pour l'aide humanitaire, je vois absolument toutes les personnes qui partent en mission pour leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire, de mettre un accent essentiel sur le domaine de la prévention et aussi, s'il y a un comportement à risque, ce qu'il faut faire. Mais on entend... À chaque fois qu'il y a des maladies aussi, on est bien préparé, on ne risque pas grand-chose. Il y a des gens qui se disent, bon, on nous le dit, mais qu'est-ce qui fait que l'épidémie ne pourrait pas se développer ici ? Je crois que la chose importante, c'est que d'abord la pauvreté du système de santé, ou disons la faiblesse du système de santé dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, a été vraiment le berceau de l'épidémie. Les niveaux de standards de fonctionnement dans les hôpitaux étaient extrêmement faibles. Et c'est ça qui a généré l'épidémie. Enfin, pas généré, pardon, qui a favorisé son développement. Dès lors, ici, comme le disait Madame, en ayant des systèmes de santé qui sont bien structurés, la possibilité qu'il y ait un développement d'une épidémie est extraordinairement faible. Mais simplement, en médecine, la chose qu'on apprend à l'université, c'est de ne jamais dire jamais, de ne jamais dire toujours. Donc il faut avoir beaucoup de modestie en médecine par rapport à ça. Mais en tout cas, la préparation est quelque chose d'essentiel. Mais la gestion des flambées épidémiques, si je peux me permettre, elle se fait. Depuis que le virus existe, nous avons eu à contrôler 23 épidémies d'Ebola, dont des pays bien différents de la Suisse ou de la France ou des pays occidentaux. Je parle de la République démocratique du Congo, du Gabon, de l'Ouganda. Donc des pays qui n'avaient pas nécessairement des systèmes de santé très forts, mais dans lesquels nous avons pu contrôler les épidémies. Donc je crois que c'est important. Dans celle-ci, par contre, on ne la contrôle plus. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. On a passé un cap. Mais il est important de rappeler qu'au cours des 10 dernières années, 15 flambées à nouveau contrôlées régulièrement, dont on n'a jamais entendu parler ici, parce que lorsque tout se passe bien, on n'en parle pas. Oui. Donc, il faut le redire quand même, c'est important. Un mot pour conclure avec vous, Jean Gordillo, du côté de l'Espagne. Est-ce qu'après toute cette agitation, la psychose est retombée et on apprend finalement à vivre avec ce cas en se disant que peut-être qu'on s'est un peu enflammé ? En effet, aujourd'hui, la médiatisation est moindre. On voit justement que ces cas sont maîtrisés, que ce cas est maîtrisé. Il y a quand même 50 aides-soignantes personnelles qui s'occupent de cet hôpital actuellement. Donc évidemment, on voit qu'il y a des efforts considérables qui sont mis à la disposition de cette malade. Et on a bon espoir, évidemment, qu'elle s'en sorte rapidement. Évidemment, si un des cas, malgré tout, il y a eu une contamination, une deuxième contamination, là, je pense que la psychose pourrait renaître.
Très bien, merci Jean Gordillo. On parle de la Suisse encore et on va très vite maintenant parler du terrain africain. Mais j'aimerais moi quand même faire remonter une ou deux réactions que nous avons reçues en préparant cette émission. En résumé, les gens ne cèdent pas à la panique, mais le virus inquiète. C'est un peu ce qu'on ressent chez tout le monde. Une première réaction qui relativise les risques. Il ne faut pas avoir peur d'Ebola. Les instances sanitaires mondiales nous ont déjà fait le coup plusieurs fois avec le SRAS et le H5N1. Et une deuxième réaction, plus peur de la migration, on pourrait résumer. Au cas où Ebola était déclaré en Italie, avec des immigrés venant de Libye, par exemple, que feraient les autorités italiennes? Est-ce qu'on mettrait en quarantaine les immigrés? Est-ce qu'on stopperait l'immigration? Ce risque, Didier Pittet, vous qui êtes infectiologue, de la migration, est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est une peur qui est irrationnelle? Alors soyons clairs, si les immigrés venaient tous du Libéria, probablement qu'il y aurait une situation un peu particulière pour laquelle il faudrait faire ce qu'on appelle un dépistage, c'est-à-dire une reconnaissance d'abord des symptômes, ensuite de choisir les gens qu'il faut mettre de côté, si oui, en quarantaine. Donc il y aurait évidemment une stratégie. Maintenant, si les gens viennent d'Algérie, de Libye ou d'ailleurs, encore une fois, la niche d'Ebola n'est pas là, comme elle ne sera jamais ni à Genève ni en Europe. Le virus ne va pas survivre chez nous. Il faut quand même que le virus soit là pour maintenir l'épidémie. Alors certes, l'épidémie n'est pas sous contrôle dans les 3 pays en particulier desquels on parle, Libéria, Sierra Leone et Guinée, mais en fait, l'épidémie est quand même là-bas. Ici, on parle simplement d'importation. S'il s'agissait d'une importation de masse, évidemment qu'il faudrait avoir une stratégie par rapport à cette situation, mais elle est hautement improbable. Elle est hautement improbable. Et puis la stratégie ne serait pas très compliquée à mettre en point. Alors j'aimerais faire venir à table deux nouveaux invités qui sont avec nous. Messieurs, je vous en prie, rejoignez-nous. Avec nous donc ce soir, Bernard Genier, notre collègue de la RTS, et puis vous, Gorgui Ndoye. Bernard Genier, je vais commencer par vous, juste un mot sur ce que vous entendez. Vous étiez en reportage au Libéria, vous êtes rentré il y a une dizaine de jours. Vous avez vu, vous aussi, cette détresse de très près. J'imagine quand on voit ces angoisses au retour ici, ou les gens même qui ont peur de vous approcher, vous devez vous dire, mais on marche un peu par-dessus tête, laissez-moi cette expression. Je suis obligé, effectivement, de comprendre l'inquiétude de gens qui, jusqu'à il y a peu, effectivement, l'épidémie n'était pas chez nous, donc c'était quelque chose de lointain. Et effectivement, il faut comprendre cette inquiétude initiale. Moi, je l'ai eue également. Parce que je suis comme tout le monde, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des collègues. J'évolue dans un environnement où je croise beaucoup de gens. Donc il a fallu comprendre cette maladie, recevoir le briefing du docteur Agon, réfléchir quand même au sein de la cellule familiale, est-ce que ça vaut la peine? Enfin, il y a des tas de décisions qui se prennent, et puis également vis-à-vis de l'entreprise. Une fois que ce processus est fait, effectivement, on se bascule sur le terrain, on voit la réalité que vivent les gens, et puis nos petites préoccupations passent vraiment loin derrière. C'est intéressant, votre cas et le cas de ceux qui reviennent de ces terrains, comme vous, messieurs Agon et Robert. On se méfie de vous pendant 21 jours, pendant cette fameuse période d'incubation, alors qu'on a dit que la contagion ne se passait que quand on avait des signes de la maladie. Comment ça se passe concrètement? Et je vous rassure, ça continue. Ça continue après, même après les 21 jours. Déjà, moi, je me méfie de moi. Donc, je suis strictement le protocole. C'est-à-dire que je prends ma température 2 fois par jour. J'ai une petite liste que j'essaie de tenir, avec qui j'ai déjeuné, qui j'ai vu. J'ai repoussé des réunions familiales où il y avait des enfants qui étaient inutiles, qui peuvent attendre un petit peu. Et puis, j'essaie de tirer ma petite liste. Donc, je vous rassure, en ce qui me concerne, je suis le premier concerné, mes proches sont... Donc vraiment, on fait attention. Après, je vous dis, moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est ce que j'appelle un peu la pensée magique, c'est-à-dire qu'on comprend la réflexion, la peur initiale, après il y a une phase d'explication, et là, chez certains, on reste encore dans l'irrationnel. Et bon, ça fait partie il y a la théorie du complot, il y a une part comme ça, magique, quelque part, qui traîne, où les gens... Qui est liée aux épidémies, je crois. Oui, toutes les épidémies ont mené à ce genre de comportement, Didier Pittet. Bien sûr, c'est connu. On a beau être rassuré sur Tout à fait. C'est normal d'avoir peur. Maintenant, il faut être concrètement clair avec quels sont les risques qu'on court. Et je crois que cette peur, il faut simplement essayer d'éviter l'irrationnel dans cette peur. Et c'est sûr que pourquoi est-ce que cette maladie fait peut-être plus peur que d'autres? D'abord parce qu'on a ces cas qu'on vient de rapporter, mais surtout peut-être la représentation de cette maladie. Ça saigne, il y a des diarrhées épouvantables et tout ça. Et peut-être que ça n'aide pas. SARS
à comparer, faisait moins peur. Absolument. Alors qu'effectivement, SARS aurait dû faire peur davantage, parce qu'on était dans des endroits où les échanges se faisaient davantage, et on se retrouve dans la même situation qu'en 2003, où en fait les secteurs, les hôpitaux qui ont reçu beaucoup de patients SARS, qui avaient une meilleure préparation au concept de base de prévention des infections, sans qu'on ne connaisse du tout cette maladie, qui était alors nouvelle, comparativement aux hôpitaux qui étaient moins bien préparés en général, ont beaucoup plus eu de cas secondaires à l'intérieur de l'hôpital. Gorgui Ndoye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes sénégalais, vous êtes en poste ici aux Nations Unies à Genève, correspondant. On vous a invité parce que vous avez écrit un blog qu'on va voir, un blog avec un papier qui porte le titre « Une tragédie pour l'Afrique, une honte pour le monde ». Pourquoi ces mots forts? Vous me permettrez d'abord, avant tout rapport, de m'incliner devant la mémoire de ces 4300 quelques personnes qui sont mortes de cette maladie évitable, tout comme de remercier très vivement toutes ces populations, d'abord les médecins, les infirmiers africains qui ont été là, sur place, pendant que personne n'avait été là. Et parmi eux, 150 personnes sont mortes. Parmi aussi ces remerciements, vous me permettrez d'ajouter nommément MSF qui, dès le départ, a averti le monde. A averti le monde avec son personnel. Et ils sont aujourd'hui au contact quotidien avec la mort. Quand ils parlaient, personne n'écoutait. On était loin. On était dans cette forme d'Afrique qui est l'humanité grouillante, oubliant la nécessaire unicité de l'homme que quand un Africain meurt quelque part, c'est en nous l'humain qui meurt. Pourquoi attendre qu'un Américain puisse être atteint pour que le monde s'émeuve? Ah, il y a Ebola. C'est ça pour vous la honte? C'est une belle honte. Et la tragédie, c'est aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est dans l'image. Et moi, continent premier, ce que nous sommes en train de faire, c'est au travers de l'image distorsionnée, faussée de l'Afrique. D'abord, on parle en Afrique. Non, cette maladie a lieu dans 4 pays africains. Le continent africain compte 54 pays pour ceux qui l'ont oublié. Deuxième chose, l'on ne peut pas éternellement continuer à regarder les Africains comme des enfants alors qu'à chaque fois qu'on a besoin d'aller piller leurs ressources, on est tous là. Et on a parlé de psychose, on a parlé de complot. Je n'en ai pas parlé dans mon texte parce que comme je suis un intellectuel, je fais attention à beaucoup de choses. Mais il y a des Africains aussi instruits que moi qui légitimement demandent à l'OMS de répondre d'où est né ce virus. Comment est arrivé Ebola? Pourquoi l'OMS a attendu 38 ans après et 6 mois après une organisation internationale pour décréter le 8 août, si je ne m'abuse, que Ebola était une urgence sanitaire mondiale? Alors on va poser la question directement à Isabelle Nuttall. Vous êtes là, vous représentez l'OMS ce soir. Tout à fait. Donc l'OMS est intervenue dès que la notification des cas a été faite par la Guinée, selon un processus qui existe de notification obligatoire par les gouvernements. Nous avons eu cette information le 22 mars. À partir de là, nous avons envoyé des experts sur le terrain. Nous avons travaillé avec MSF. Nous avons envoyé des experts occidentaux et nous avons également travaillé avec les experts d'autres pays africains parce qu'eux avaient la connaissance. Mais ce que me dit M. Ndoye, c'est que le virus existe depuis 1976. Et qu'on a l'impression qu'on met un peu de moyens cette année, alors, beaucoup de moyens peut-être ces derniers jours, mais rien avant. Comme je vous ai dit, depuis 1976, 23 flambées épidémiques ont été notifiées, gérées, contrôlées. Et tout ceci s'est passé pendant ces années, depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui. Lorsque la flambée a démarré en Guinée, c'était un pays dans lequel le virus n'avait jamais été détecté jusqu'à présent. D'où le retard au niveau de la connaissance de la maladie, qui n'est pas une excuse, mais qui est une explication par rapport à la réaction qu'ont eu les structures de santé locales. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, qui malheureusement a l'habitude de gérer ces épidémies, qui a été appuyée par les partenaires depuis de longues années, au premier cas, il y a un signal d'alerte qui s'allume et immédiatement, les soutiens arrivent. En Guinée, il y a eu un retard au diagnostic parce que cette maladie, au départ, ça aurait pu être
n'importe quelle autre maladie parce que le virus n'était pas reconnu à ce moment-là dans cette zone. On parle, madame, du 8 août. La grande réaction, c'est le 8 août. Et là, on parle du mois de mars. Bernard Genier. Excusez-moi, vous parlez des épidémies précédentes. C'est d'ailleurs sur votre site. Elles ont tué 30, 40 personnes, 100 personnes, 300. On peut considérer qu'elles se sont éteintes d'elles-mêmes. Le virus était, si je me souviens bien, touchait des parties éloignées. Ça tuait 1 ou 2 villages. Il fallait encore que ce soit les voisins qui, s'inquiétant de ne pas voir arriver leurs amis à y voir et trouver les gens décédés. On peut considérer, excusez-moi, je ne veux pas dénigrer votre organisation, mais on ne sait pas vraiment si la patte de l'OMS a quelque chose à voir là-dedans. Les épidémies se sont éteintes toutes seules, me semble-t-il. Bon, je pense que les collègues qui ont été déployés sur le terrain... Et je rejoins quand même l'interrogation qui fait qu'un virus qui est connu depuis longtemps, dont les mécanismes sont connus, puisse effectivement encore aujourd'hui faire, on le voit, tant de dégâts. Il y a une autre question qui se pose, me semble-t-il. J'ai regardé votre budget 2014-2015. Pour l'Afrique, c'est 1 milliard de dollars. Je crois que c'est juste, 2014-2015, c'est 1 milliard de dollars. Le budget de l'OMS pour l'Afrique, c'est 1 milliard de dollars. Le premier cas en Guinée, c'est fin décembre 2013. On peut dire que l'épidémie fait son petit bonhomme de chemin dans la région. Effectivement, il y a le système de santé local qui est défaillant, chose qui vous est connue d'ailleurs parfaitement. Vous travaillez tout le temps avec ces gens-là. Le diagnostic officiel, c'est mars 2014. On va vous laisser encore un mois. On va être gentil, on va vous laisser un mois. MSF intervient, tout le monde commence à tirer la sonnette d'alarme. Nous-mêmes, dans la presse, nous le voyons. On va vous laisser un mois pour que vos experts viennent doctement se pencher sur la question. Nous sommes aujourd'hui en octobre. Le personnel de santé du Libéria est en grève. Les gens qui sont sur le front d'Ebola sont en grève parce qu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque part dans le temps quelque chose qui pose des questions sur la capacité de votre organisation à réagir? Nous, les citoyens, les États, nous vous avons confié les clés de l'appartement. Nous vous déléguons la gestion de notre santé, de la santé mondiale. Et pour l'Afrique seule, on vous donne 1 milliard de dollars sur nos impôts, 1 milliard de dollars par an. Et on doit attendre, entre mars et aujourd'hui, d'en être là où nous sommes. Après qu'MSF, les acteurs locaux, j'ai interviewé un ministre, mais quelle indécence de dire que les Africains sont pauvres, ignorants, ne réagissent pas. Lui-même, depuis le mois de mars, tire la sonnette d'alarme. Et rien ne vient. Alors j'aimerais juste préciser une chose. On parle de tous ces morts quand même. Donc entre 1976 et l'année dernière, il y a eu à peu près 1500 morts. Et depuis le début de cette année, on en est déjà à beaucoup plus que 4000. Les derniers chiffres qui sont tombés cet après-midi sont proches même de 4500. Les derniers de vendredi dernier qu'on va voir là maintenant à l'antenne étaient à 4033 morts. Mais maintenant, on est proche de 4500. Une réponse, Mme Nuttall, et après j'aimerais passer la parole à MSF, qui est l'organisation justement qui est sur le terrain depuis toujours, on peut le dire. Tout à fait. Donc, premièrement, le budget, c'est un budget de souhait de disposer de cet argent. Ça ne veut pas dire que l'argent est véritablement disponible. Ensuite, il s'agit de l'ensemble des problèmes de santé en Afrique et il ne s'agit pas que des épidémies. Mais néanmoins, les experts ont été déployés. Conférence de presse au mois d'avril. Que dit l'OMS? Épidémie grave, épidémie sur laquelle il faut intervenir rapidement, appel à l'aide supplémentaire. D'accord? Comment est-ce qu'on réagit, les partenaires internationaux? L'OMS n'a pas comme mandat de déployer des personnes qui soignent. On peut le regretter. Nous n'avons pas dans nos personnels des gens qui sont capables de faire des soins. Nous travaillons avec des partenaires, nous travaillons avec MSF. Toutes les épidémies précédentes ont été gérées en collaboration avec des équipes soignantes. Donc ces équipes soignantes nous font défaut. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous ne concédez aucune erreur ce soir, Mme Nuttall, à l'OMS? Il ne s'agit pas, on peut toujours faire mieux. Je crois qu'il faut être Donc, clair. un retard à l'allumage surtout? L'action s'est mise en œuvre. C'était la première fois que des villes importantes, des capitales, étaient touchées de façon simultanée. 3 pays à gérer en même temps. C'est vrai qu'il aurait certainement fallu avoir tout de suite une réaction. L'OMS s'est positionnée en disant il faut réagir. C'est ce que vous venez de nous dire tout à l'heure. Et vous ne pouvez pas non plus vous mobiliser à la place des États. Bernard Genier, j'aimerais passer la parole à MSF, s'il vous plaît. MSF, vous êtes l'organisation qui a tiré la sonnette d'alarme très tôt durant cette année 2014.
Vous, par rapport à ces alarmes mondiales, par rapport à cette position des États aussi, comment est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, on entend Barack Obama qui dit il faut mettre maintenant les moyens, appeler à redoubler d'efforts. Aujourd'hui, on est en octobre. Alors, ce qui est regrettable, c'est qu'effectivement, il a fallu autant de mois pour que finalement les États membres aussi des Nations Unies finalement se mettent les piles et puis commencent à mettre vraiment des moyens à l'échelle du problème. Il y a un problème global quand même depuis plusieurs années, c'est qu'en fait finalement, si on regarde le système de réponse sanitaire international, global, dans un monde globalisé, n'est pas à l'échelle des enjeux, clairement. Il n'y a pas du tout de capacité réellement d'avoir une action directe sur le terrain, d'avoir des équipes qui sont capables de se mobiliser, d'arriver sur le terrain et finalement de pouvoir supporter les ministères de la Santé sur place, clairement avec des gens qui sont capables de faire des actions directes sur les patients et sur la maîtrise de l'épidémie. Et donc c'est peut-être ça le plus grand choc, c'est que finalement on n'a pas une architecture et un système sanitaire global qui est capable aujourd'hui d'apporter à ces États en fait, africains ce dont ils ont besoin. Est-ce qu'on abandonne l'Afrique tout simplement? Parce qu'on a l'impression que si la même épidémie avait eu lieu dans d'autres pays, en Asie, c'est un peu ce que dit M. Ndoye tout à l'heure, on aurait agi différemment. Alors c'est clair que ce qui est incroyable, c'est que c'est des pays qui sortent quand même de guerre civile, donc en ce qui concerne le Libéria et la Sierra Leone. Ils ont essayé de mettre en place un système qui puisse te donner l'accès gratuit aux soins de santé aux personnes qui en ont besoin. Donc c'est des pays qui sont fortement touchés par des pathologies hautes comme la malaria. Il y a énormément de mortalité en fait, qui peut être évitable. Et donc on voit déjà que c'est des pays qui ont déjà de la peine en temps normal à répondre à ces besoins-là. Et donc effectivement aujourd'hui le problème c'est qu'en fait et l'OMS et les États en fait, membres des Nations Unies en fait, espèrent que ces systèmes sanitaires qui sont déjà dans une situation difficile puissent être capables de prendre en charge une épidémie d'énorme ampleur qu'on n'a jamais vue. Donc, Alors, on va parler de besoins qu'on a sur le terrain, mais je vous propose de voir l'Afrique, de voir un reportage, parce que la prise de conscience, on l'a compris, elle s'est faite très lentement aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Mais l'Afrique de l'Ouest, elle vit un vrai cauchemar depuis de longs mois. On peut le mesurer à travers des reportages comme le vôtre, Bernard Genier, mais aussi comme celui de Maria Pia Mascaro et de l'équipe de 36-9, qui est allé aussi filmer en Afrique de l'Ouest. Gilles de Disbach raconte ce cauchemar à travers des extraits de ces deux reportages de la RTS. L'Afrique de l'Ouest, dévastée. Ebola ravage les campagnes depuis ce printemps, et puis la maladie atteint les villes. Une avancée inexorable. On est dépassé en permanence, et à chaque fois qu'on a l'impression de reprendre le contrôle, il y a une situation nouvelle qui, à nouveau, nous dépasse. Et on est en train de... On ne court même pas derrière l'épidémie. L'épidémie s'enfuit devant nous. C'est malheureux quand même. Première touchée, la Guinée, ensuite la Sierra Leone et le Libéria. 3 pays qui comptent officiellement presque 9000 personnes contaminées, dont la moitié, à l'heure actuelle, n'a pas survécu. Une Afrique dépassée. À Monrovia, capitale du Libéria, cet hôpital utilise les moyens du bord pour faire face à l'épidémie, comme nous l'explique ce médecin. Il y a tellement de patients et pas d'espace disponible que j'ai dû les mettre par terre. Dans cette pièce en surcapacité, un malade sur 2 survivra. Partout, hôpitaux et dispensaires sont en ruine, presque aux arrêts. Ebola a paralysé les systèmes de santé déjà peu développés en Afrique de l'Ouest. Alors il faut construire des centres de traitement, comme celui-ci à Guékédou, en Guinée. Ici, c'est la tente, c'est la nouvelle tente. On va mettre au moins 8 patients ici. Chaque patient a droit de 2 seaux. 2 seaux et 1 lit, le minimum pour isoler les malades déclarés et ceux que l'on soupçonne. Un minimum assuré par de trop rares ONG présentes sur place. Une Afrique qu'on abandonne, laissée à elle-même, avec ses milliers de gens mis sous quarantaine. Et c'est forcément toute une économie qui s'effondre à cause d'Ebola. Olivier Agon, vous êtes le responsable médical de l'aide humanitaire suisse. C'est quoi aujourd'hui l'urgence absolue sur le terrain dans ces pays-là? Alors pour moi, l'urgence absolue, elle est l'explosion du système de santé. Pour moi, elle est là, l'urgence absolue. On est dans une situation d'une épidémie d'Ebola
qui a fait de très nombreuses victimes, et peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est que les chiffres qui sont donnés sont largement sous-évalués. De dire exactement combien ils sont sous-évalués, je crois que personne ne peut le dire, mais en tout cas, ils sont certainement sous-évalués. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est, quand je vous disais, le collapse du système de santé, c'est que le système de santé n'existe plus. Déjà, avant, il n'existait que très faiblement, et à l'heure actuelle, il n'existe plus. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de monter des photos d'hôpitaux vides. Vous êtes venu avec deux photos, on peut les voir tout de suite d'ailleurs, deux photos d'un même hôpital à quelques mois d'écart. Alors ça, c'était en mai. Voilà, ça c'était en mai, donc c'est une photo que François de Sury, avec lequel j'étais à Monrovia, donc cet hôpital de Redemption. Et puis vous avez la photo derrière qui était il y a 5 semaines, de cet hôpital complètement vide. Et tous les hôpitaux que j'ai vus étaient vides. En fait, ils sont vides parce que la psychose, elle atteint aussi et la population et les professionnels de santé. Pourquoi ces hôpitaux sont vides? D'abord, une partie des hôpitaux, du personnel de santé est décédée. Ils sont décédés parce qu'ils ont voulu soigner des malades. Ensuite, ils sont terrorisés de revenir à l'hôpital de peur d'être infectés. Ensuite, la population a perdu confiance. Et une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme ça a été expliqué, mais le professeur Pittet vous le disait aussi, si on devait être amené à traiter des gens au HUG des malades, c'est très absorbeur de patients. Donc, une partie des infirmières et des médecins qui, normalement, travaillent dans les hôpitaux, travaillent actuellement dans les centres de santé. Et donc, ça veut dire aussi, dans les centres de traitement d'Ebola. Ça veut dire concrètement, si je souffre de diabète, si je suis une femme enceinte, si j'ai d'autres choses qui doivent m'amener à l'hôpital, vous ne savez plus où aller. Vous ne savez plus où aller. Et vous savez, on doit apprendre aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'on doit apprendre une nouvelle forme de médecine, qui est une médecine sans contact. Et cette médecine sans contact, on doit faire un diagnostic sans toucher le patient, alors que nous, comme médecins ou comme infirmiers, on a appris à toucher les gens et à se faire une idée. Mais il y a juste un domaine dans lequel ça n'est pas possible, c'est l'accouchement. Et l'accouchement, de faire un accouchement sans contact, c'est juste pas possible. Dès lors, quand vous savez aussi que 43% de la population dans ces pays sont des enfants en dessous de 15 ans, mais vous imaginez que si vous mettez et les femmes enceintes, et les enfants, et les femmes allaitantes, vous touchez quasiment 50% de la population. Et les femmes enceintes, actuellement, ne savent absolument plus où aller pour Alors accoucher. ça, c'est un constat, mais de quoi est-ce qu'on a besoin pour passer au-delà de cette détresse et de ce manque de tout au niveau médical? Juste, Gorgui Ndoye, un mot. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense que nous parlons d'une maladie. On a besoin effectivement de prise en charge. Évidemment, comme certains l'ont dit ici autour de ce plateau, il y a déjà une faiblesse du plateau technique sanitaire africain. Mais il y a une raison. Depuis les années 80, la Banque mondiale, les FMI ont imposé aux Africains de ne point investir ni dans l'éducation, ni dans la santé. Je me réjouis aujourd'hui de constater que la Banque mondiale est la première institution à donner des sous, mais il y a aussi tout juste la Banque africaine de développement. Souvent, on n'en parle pas. Mais la Suisse, et comme nous sommes en Suisse, je souhaitais aussi que la Suisse fasse meilleur. La Suisse est 15e, 14e sur une liste de 25, avec 6 millions. Je pense que nous sommes dans un pays riche. Au lieu uniquement d'investir dans la recherche médicale qui est fondamentale et importante, dans le pays d'Henri Dunant, il était nécessaire, je pense, qu'on puisse faire mieux et encore davantage. Plus investir, Olivier Aragon, vous représentez la Suisse finalement ce soir. Oui, je représente peut-être la Suisse, ou en tout cas ce que nous faisons, nous, en tant que pays. Je crois que, d'abord, il y a une chose importante, c'est de revenir à la base. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui a permis l'explosion de cette épidémie, c'est l'absence de système de santé, ou en tout cas un système de santé extraordinairement faible. Une des actions que va faire la Suisse, c'est justement travailler dans le contrôle et la prévention de l'infection. C'est-à-dire produire de manière locale l'alcool pour les mains pour vraiment diminuer la transmission des infections. Mais pas la transmission de l'infection uniquement Ebola, parce que ça va être valable pour toutes les autres infections. Et ça, le fait de pouvoir leur permettre de travailler, de produire ça de manière locale est un énorme pas en avant, en sachant que nous travaillons en étroite collaboration et avec l'OMS et avec le professeur Pittet par rapport à cet axe-là. On n'est pas dans le domaine du gadget. On n'est absolument pas dans le domaine du gadget. C'est une question bête, mais... Je peux vous dire que, pour l'instant, aux hôpitaux universitaires de Genève, il y a depuis 5 ou 6 semaines 10 kits de production locale qui sont en préparation, qui vont être envoyés dans la seconde moitié de ce mois-ci. Et la formation par un pharmacien malien de pharmaciens locaux à la production va démarrer dans le courant du mois de novembre. Hugues Robert, vous qui représentez ce soir Médecins sans frontières, c'est quoi le besoin urgent? Ce genre de choses peut aider?
Et qu'est-ce qu'il vous faut, vous, sur le terrain aujourd'hui? Écoutez, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a encore trop peu, et donc malgré toutes les promesses qui ont eu lieu encore il y a un mois aux Nations Unies lors de l'Assemblée Générale et lors de la réunion du Conseil de sécurité sur le sujet Ebola, ce qu'on constate, c'est que malgré toutes les promesses des États, en fait, il n'y a encore pas assez d'action sur le terrain. Quand on parle d'action, en fait, la plupart de ces États, finalement, donnent des financements, envoient effectivement des équipements, mais prendre en charge les patients Ebola, ça va plus loin qu'effectivement de construire une structure. Finalement, donc vous dites qu'il ne faut pas plus d'argent, pas des promesses de dons, il faut quoi? Il faut plus de personnel, il faut concrètement, c'est quoi qu'il faut amener dans ces pays aujourd'hui? Il faut que les États arrêtent d'avoir peur finalement d'envoyer des équipes compétentes pour réellement prendre en charge les patients. Aujourd'hui, les États-Unis promettent de construire 15 centres sur le Libéria, donc la France parle de s'investir sur la Guinée, mais la réalité, c'est combien d'équipes réellement de soignants sont aujourd'hui sur place sur le terrain. Et il y en a très peu. En fait, depuis un mois, on n'a toujours pas d'hôpital supplémentaire de prise en charge sur Monrovia. On a toujours des problèmes d'ambulance. Alors, ça paraît complètement trivial, mais ça fait 6 mois que cette épidémie est maintenant publique. Il n'y a que 12 ambulances pour une ville d'1 million d'habitants. Mais pourquoi on a peur d'envoyer du monde? C'est juste la peur de cette maladie? C'est sa mortalité extraordinaire. On parlait encore aujourd'hui à l'OMS d'ailleurs de même 70% de mortalité, plus de 50%. Alors il y a peut-être aussi une peur des États par rapport à leur opinion publique. Effectivement, on a des collègues qui discutent avec des gens aux États-Unis ou ailleurs. Il y a des volontaires effectivement qui seraient prêts à s'engager, mais les États effectivement ont peur peut-être de les engager sur cette bataille. Bernard Genier. Je veux dire un mot sur la dimension de l'urgence, c'est-à-dire que plus on attend, et là on a trop attendu, et la situation est telle qu'elle est décrite. Concrètement, moi je reviens de reportage. Il y a un hôpital, le JFK, donc l'hôpital central, qui est à plat. Les gens sont épuisés, on le voit dans le reportage, ils sont littéralement à cran. Je vous l'ai dit, ils sont en grève à Monrovia. À Monrovia. On parle déjà de la capitale du Libéria, on ne parle pas du reste du pays. Vous avez 3 autres centres qui se mettent, qui tournent. Entre-temps, l'épidémie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est disséminée dans le pays, parce que les gens qui étaient descendus, échappant au foyer principal, se réfugiaient dans les capitales. Comme ils sont, le moindre malade maintenant est ostracisé. Si vous avez la moindre fièvre dans votre quartier, vous partez avant d'être accusé d'avoir Ebola. Il y a des gens qui ont du paludisme, on le disait, qui meurent d'autres choses, mais aussi des gens qui ont réellement Ebola et qui vont ailleurs dans des familles lointaines, etc. Donc l'épidémie se diffuse. À Monrovia, c'était frappant. Ils incinéraient 80 personnes par jour au mois de juillet et août. Aujourd'hui, on en est à 20-25. On se dit, ça va mieux. Mais non, ça ne va pas mieux, c'est pas arrêté et l'épidémie se diffuse partout. Et les gens, ça veut littéralement... dire que ça va être pire dans quelques mois. Je ne sais pas, je crois que l'épidémie, enfin je parle sous le contrôle des médecins, connaît des phases de haut et de bas. Ça va un petit peu mieux en Guinée parce que la structure guinéenne est un tout petit peu meilleure. C'est vrai qu'au Libéria, c'est... Mais l'OMS dit cet après-midi, je reprends le communiqué, on pourrait arriver à 5 à 10 000 cas de plus par semaine au mois de décembre. Ça paraît monstrueux. Si rien n'est fait pour interrompre la transmission maintenant, on sera face à ce genre de chiffres. Donc l'urgence absolue, vous vouliez savoir de façon très concrète ce qu'il faut. Il faut des gens formés, déployés, qui puissent aller soigner les personnes. Lorsqu'il y a une catastrophe humanitaire, genre tremblement de terre, typhon, on arrive à avoir jusqu'à 270 équipes internationales qui sont mobilisées dans la semaine qui suit, qui sont déployées sur le terrain, qui interviennent. Ici, nous faisons appel après appel et nous n'arrivons pas à avoir ces équipes déployées sur le terrain. Alors c'est quoi? Le premier état le typhon, c'est facile d'intervenir parce que le danger est passé. Exactement, le danger est passé. Dans l'imaginaire collectif et dans la réalité, les États ont l'impression qu'ils vont exposer leur personnel soignant et on n'a pas de réponse. C'est peine perdue, Hugues Robert. On a des États qui se sont engagés. Cuba a envoyé des volontaires. Cuba a quand même des moyens limités. Oui, mais ils ont des personnes, ils ont envoyé des personnes, ils ont été le premier pays à s'engager, effectivement, en envoyant des gens sur le terrain. En fait, c'est une volonté politique, finalement. Cuba a, depuis de nombreuses années, développé, on va dire, une capacité médicale avec du staff qualifié. En Haïti, en fait, ils ont plus ou moins pris en charge un tiers des cas de choléra lors de la grande épidémie de 2009-2010. Donc clairement, c'est une question de volonté politique. Et effectivement, donc, je pense que, comme le dit l'OMS, nous, en fait, ça fait quand même des mois qu'on est en train de dire qu'effectivement, qu'il n'est pas normal qu'une organisation, une association
comme MSF soient finalement seuls au front sur on va dire, sur un problème de santé, on va dire, global. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est d'accord avec vous, sur la planète aussi. Si on demandait à Barack Obama, il nous dirait certainement que vous avez besoin d'aide. Mais on a l'impression qu'on ne va pas le faire, ou qu'on n'y croit pas, ou que ce ne sont que des paroles en l'air. C'est ce que vous pensez aujourd'hui, toujours aujourd'hui? La réalité, c'est que finalement, à part Cuba et l'Ouganda, qui a déployé en fait du personnel soignant déjà depuis 3 mois en fait pour l'Ouganda, finalement, les États-Unis se positionnent seulement sur un hôpital de 25 lits au Libéria. Le gouvernement français parle effectivement de couvrir la Guinée, mais finalement, ils soutiennent la Croix-Rouge française, et ce n'est même pas l'État qui va mettre en place cet hôpital. Ce sera un petit centre de moins de 50 lits. À part effectivement le Royaume-Uni qui semble aller sur une échelle un peu plus appropriée, effectivement, nous sommes inquiets. J'aimerais vous entendre, Gorgui Ndoye, sur ce constat-là. Alors, vous souriez, juste mais... comme je viens des Nations Unies et que je suis journaliste indépendant et libre, mais respectable et qui respecte aussi ce que font les gens en bien. D'abord, notre frère Obama a fait une annonce tout à l'heure, mais je complète d'abord. Les Nations Unies, avec l'organisation qui s'appelle OCHA, c'est la coordination des affaires humanitaires, avait lancé un appel d'urgence dès le départ de 100 millions. On était à 100 millions. Ils dormaient tous. Aujourd'hui, il leur fera besoin de 1 milliard de dollars. Et sur cette somme, je viens juste de contrôler, la communauté internationale, si civilisée et si généreuse, n'en est qu'à 35%. C'est cela aussi la question. C'est qu'il y a beaucoup d'États, quand ils sont devant des journalistes, ils vous font des déclarations très belles, mais quand il s'agit d'aller à l'action sur le terrain, et aussi de le faire en respectant les personnes auxquelles nous avons affaire. Parce qu'en Afrique, nous avions nos manières de nous prévenir contre beaucoup de choses. Quand on a transformé notre manière de penser notre médecine, aujourd'hui, je pense que la responsabilité n'est pas que partagée. Je pense qu'elle est juste humaine. Sinon, nous allons tous mourir ensemble. Est-ce qu'il y a une responsabilité aussi des pays africains dans la situation de la santé dans ces pays? Je n'ai pas cessé de le dire en disant que nous avons eu un problème de plateau technique. Quand vous avez un chef d'État africain qui, pour avoir juste une piqûre d'anophèle, vient en Suisse pour se faire soigner ou ailleurs, laissant toute sa population mourir dans la gangue, je me dis que oui, bien sûr, nos chefs d'État aujourd'hui sont médiocres. Et je pèse mes mots. On a entendu Olivier Agon, MSF, dire beaucoup de promesses, peu sur le terrain. La Suisse pourrait faire plus. On a aussi entendu de la part de Gorgui Ndoye. Alors, moi, ce que je peux vous dire, peut-être pour rebondir sur la première intervention de M. Gorgui, c'est d'abord la Suisse est présente. La Suisse est présente, elle est présente au Libéria depuis 2005. Alors, compte tenu de l'explosion de cette épidémie, c'est poser la question, que fait-on? Réduit-on le personnel, mettons le personnel à l'abri, ou bien augmente-t-on notre intervention? Eh bien, nous avons augmenté le nombre de personnes sur le terrain de manière à soutenir ces pays africains qui sont dans la détresse. Maintenant, cette épidémie d'Ebola est une vraie priorité au sein de l'aide humanitaire. Nous avons une réunion de cellules de crise hebdomadaire. J'étais encore hier à Berne par rapport à ça. À l'heure actuelle, nous avons dépensé 9 millions pour cette crise, dont en partie 1,5 million a été donné à MSF Suisse, pour lequel nous travaillons en étroite collaboration depuis le début. Depuis mars, nous sommes ensemble par rapport à ça. Et ensuite, nous essayons aussi de travailler de manière un tout petit peu différente. C'est vrai que la Suisse n'a pas d'hôpitaux de campagne que nous pouvons envoyer. Mais par contre, d'avoir cette approche de prévention et de contrôle de l'infection, nous savons que nous serons utiles dans le cadre d'Ebola, mais nous serons aussi utiles pour toutes les autres infections, les infections cutanées, les infections gastro-entérites, etc. Et ça, ce sera utile avant et après. Et après, une autre chose, si vous permettez, une autre chose, c'est que cette épidémie est extraordinairement complexe. Et c'est pour ça que nous avons créé un centre de compétences au HUG qui associe la prévention de l'infection, le domaine des maladies virales, mais aussi un partenariat avec l'EPFL pour le développement de vêtements de protection, non seulement pour la crise actuelle, mais aussi qui pourront être disponibles pour la suite. Alors, un désinfectant, c'est une chose, mais il faut peut-être aussi qu'on ait un jour un vaccin pour prévenir, des traitements pour agir.
Didier Pittet, on en est où? On est tout à fait d'accord. Maintenant, il y a des nouveaux médicaments à l'essai. 1976, on a découvert cette maladie. Évidemment, la problématique de cette maladie, si on veut être un tout petit peu cynique, c'est que pendant très longtemps, elle n'a intéressé personne. Donc, du coup, le développement des nouvelles thérapies, des vaccins et tout, a été extrêmement lent. La mobilisation générale de l'OMS, qui a été faite en 2 temps, puisque dans un premier temps, c'était OMS Afro et ensuite ça a été OMS Quartier Général, a également participé à cette mobilisation générale par rapport aux nouvelles thérapies. Alors, nouvelles thérapies qui sont encore à l'essai, dont l'efficacité n'a pas été complètement prouvée. Il y a 2 nouveaux vaccins qui démarrent maintenant, dont les premiers essais cliniques démarrent. Alors voilà, c'est pas pour demain matin, bien entendu. Pour l'instant, dans les hôpitaux, même dans les hôpitaux américains et espagnols, on fait quoi? On fait de la sorcellerie? Non, on soutient. Non, il faut quand même comprendre. On parle de ce ZMaP, qui est une substance. Le ZMaP, si vous voulez, c'est un ensemble d'anticorps enrichis, si vous voulez. Et puis, ça peut aider ou ne pas aider. C'est des thérapies qui sont basées sur des anticorps produits dans un laboratoire. Ça peut aider, ça peut ne pas aider. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le flou total. On n'est pas dans le flou total, dans le sens où il faut faire attention que le soutien des organes de ces malades, vous avez bien compris, il y a 60% de mortalité, 50 à 60%, 70% c'était des chiffres anciens. Déclaration de cet après-midi de l'OMS, de l'adjoint au directeur. Du nombre global de cas. Mais disons, il y a quand même un pourcentage de malades qui ne meurent pas. Donc ces malades qui ne meurent pas, c'est parce qu'ils développent une immunité. L'immunité, c'est développer des anticorps. Donc les médicaments dont on parle, ce sont des formes d'anticorps. Les vaccins, ça sert à produire des anticorps. Alors, ça n'est pas pour demain matin, mais par contre, la recherche et les essais cliniques sont accélérés en ce moment. Et c'est vrai que ça fera partie de la panoplie pour contrôler l'épidémie au moment où on pourra la contrôler. 38 ans d'attente avant d'accélérer ça aujourd'hui à l'OMS. On peut dire un vaccin dans tel délai. Le rôle de l'OMS, c'est d'inciter la recherche et le développement quand le besoin, comme il s'est fait sentir actuellement, était évident. Après, les laboratoires sont en charge du développement. Donc actuellement, que peut-on dire sur ces médicaments ? Des recherches en cours, des essais qui vont démarrer de phase 1, donc savoir déjà quelle dose il faut utiliser pour que ces vaccins puissent être mis en place. Donc pas de perspective à très court terme, du moyen terme, une production qui va rester limitée, donc une tendance qui est prometteuse, mais restons sérieux. Le vrai travail qui reste à faire continue à être à faire au niveau des pays, avoir du personnel soignant et pouvoir éviter la transmission de la maladie. Ça reste la priorité aujourd'hui. En même temps, il faut bien sûr continuer à faire avancer la recherche. Donc pas de délai. Vous ne pouvez pas dire dans 6 mois, 1 année, on espère quelque chose de concret. Non, parce que tout dépend de ce qui va se passer. Lorsque l'on fait des essais, on n'a pas la réponse avant. C'est pour ça qu'on doit faire des essais, pour savoir comment ces molécules vont réagir, comment le corps humain va réagir lorsqu'il va devoir produire des anticorps. Est-ce qu'il les produit suffisamment vite? Tout ça doit être testé. Et ce sont ces essais-là qui se mettent en place dans les jours et les semaines qui viennent. Sur le terrain, est-ce que c'est une demande, Hugo Robert? Mais clairement, en fait, actuellement, on voit que les outils pour combattre cette épidémie sont très limités. On voit qu'effectivement, la prise en charge des cas, elle est importante pour 2 aspects. Si on prend les cas en charge rapidement et qu'on les réhydrate et qu'on traite les effets de cette maladie, on peut effectivement donner plus de chances pour cette personne de rester en vie. Et puis, deuxièmement, l'autre bénéfice, c'est qu'effectivement, si elle est prise en charge correctement et qu'on a un contrôle infectieux correct, on évite à ce que cette personne transmette la maladie à sa famille ou à ses proches. Donc, clairement, on voit que ça nécessite énormément de ressources humaines qualifiées, qui doivent être formées, qui doivent être encadrées. Et donc, on voit qu'effectivement, vu l'échelle de l'épidémie, malheureusement, on va dire un vaccin serait quand même fort utile pour nous aider effectivement dans ce combat. Surtout que, détrompez-moi, mais on a aussi de la peine. On peut mettre des gens qui ne sont pas atteints d'Ebola au milieu de gens qui sont atteints d'Ebola. Entre guillemets, le tri, si vous me permettez ce mot, ne peut pas se faire de manière efficace. C'est un problème majeur. C'est un problème majeur. Et la protection du personnel soignant aussi, qui serait les premiers. La clé, elle est là. La clé, elle est dans le triage. La clé, elle est de pouvoir déterminer si une personne est malade ou pas. Et c'est ce point d'entrée, ce qu'on appelle le triage en médecine d'urgence ou de catastrophe, qui va conduire vers un brin vers les centres de traitement d'Ebola et vers l'autre brin vers les centres qui vont fournir des soins de santé primaires.
Tout le problème est d'éviter la contamination de l'un à l'autre. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Quand vous avez un centre de triage, vous faites de base un screening de température. Donc vous mesurez la température de savoir si les gens ont des symptômes ou pas. La question c'est, faut-il faire un screening de température toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 4 heures, une fois par jour? Il y a encore beaucoup de questions de zones d'ombre par rapport à ça. Je me permettrai quand même de sortir juste une chose importante. Gardez en tête, on discute d'Ebola, des conséquences également sur le système de santé. Mais Ebola est avant tout une crise humanitaire majeure avec absolument toutes les conséquences qui sont relatives. D'abord, la stigmatisation des personnes. Je lisais encore un article ce matin de Libération sur le fait que vous avez une famille, le père est décédé, la maman est décédée, et vous avez 2 enfants qui sont en bonne santé et qui sont laissés parce que personne ne veut les atteindre. Donc la protection est devenue un problème majeur. Comme vous le savez probablement, les écoles sont fermées avec aussi le couvre-feu. Toute la problématique aussi de la crise alimentaire. La crise alimentaire, la sécurité alimentaire est devenue aussi un énorme problème. Sécurité, crise alimentaire, économie, les gens ne vont plus travailler, n'ont plus de salaire, les prix augmentent. Bref, c'est une crise absolument majeure dans tous ces endroits. Et j'aimerais du coup laisser la parole à Gorgui Ndoye. Crise majeure, crise économique et crise qui peut contaminer les pays alentours aussi. Absolument. Vous êtes du Sénégal, voisin de la Guinée. De la Guinée, d'autant plus, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a ces pays sortaient des guerres. Ils étaient en train de reconstruire leur économie. Aujourd'hui, tous les efforts qu'ils avaient fournis sont vains. Il y a une route qui était en train d'être construite en Libéria et la Guinée. Zéro, parce que les experts qui étaient là, ils sont partis. Donc, pour le Sénégal, par exemple, au niveau du tourisme, il y a un manque à gagner de plus d'1 milliard de francs CFA, par exemple, à l'heure actuelle. Parce que les touristes ne veulent plus aller dans les pays alentours. Et l'autre stigmatisation, c'est aussi un racisme sanitaire qui est en train de naître. Des amis m'ont écrit de Texas qui m'ont dit aujourd'hui, il est extraordinairement terrible d'être ouest-africain et noir et vivant à Texas. Ils me disent, Gorgui, on a l'impression que ça nous rappelle le bombardement de Pearl Harbor, comment les Japonais ont été mis en quarantaine aux États-Unis. Donc stigmatisation des milliers de kilomètres de ces pays. En France, en Suisse, on m'a dit, en Valais, on a dit à des Africains, vous ne montez pas, on a peur d'Ebola. Donc disons qu'aujourd'hui, c'est un appel que nous pouvons faire ici à partir de Genève. Parce que toutes les organisations internationales humanitaires sont là. Nous sommes le cœur et le poumon des Nations Unies, au nom de l'humain, au nom de la solidarité humaine, au nom du respect de la dignité. Agissons et agissons dans le respect de ce que nous sommes. Merci Gorgui Ndoye, merci madame, merci messieurs d'avoir pris part à ce débat. J'espère qu'on vous a un peu renseigné sur cet état d'Ebola, sur l'indifférence du monde, sur ce monde qui semble se réveiller, à voir dans les prochains mois s'il se réveille vraiment. La semaine prochaine, Infrarouge revient dans sa case habituelle, mardi prochain, mardi soir, pour un nouveau débat d'actualité. Bon retour à tous sur vos terrains d'action respectifs. Bonne fin de soirée à vous et au plaisir de vous retrouver.